Salam, ça veut dire bonjour à Madagascar. Je m'appelle Lisette, j'ai 13 ans, et avec moi vous allez découvrir Madagascar, une île de l'océan Indien qui, voisine du continent africain, connue d'une riche histoire, de grands royaumes, de grands rois et reines, puis fit partie intégrante de l'empire colonial français. Elle obtint son indépendance en 1960, mais resta depuis lors en marge du développement économique et social. Madagascar est une île qui s'est détachée de l'Afrique il y a des millions d'années. Cette île est située à environ 10 000 kilomètres de la France dans l'hémisphère sud, dans la partie occidentale de l'océan Indien, séparée de l'Afrique par le canal du Mozambique. Elle est un peu plus grande que la France, 587 000 km², mais n'abrite qu'environ 23 millions d'habitants. Très étirée de part et d'autre du tropique du Capricorne, Madagascar présente une diversité climatique qui crée une vaste palette de paysages. Rizières en terrasse, forêts tropicales, massifs rocheux, plaines, végétation épineuse et semi-désertique du sud, forêts humides sur la côte orientale, montagneuse et pluvieuse, îlots coralliens de l'extrême nord. Cette multitude de biotopes engendre une grande diversité animale et végétale qui fait la richesse touristique de l'île. Les touristes se rendent à Madagascar pour observer quelques-unes des 36 espèces de lémuriens qui ne vivent que sur cette île. La flore est exceptionnelle et endémique. Madagascar est un grand jardin qui abrite 12 000 espèces de plantes, parmi lesquelles 70 à 80% sont endémiques, ce qui en fait un pays à la flore la plus riche au monde. Une des plantes les plus célèbres est le baobab, qui ressemble à un arbre poussant vers le bas. On dit parfois que le baobab a été planté à l'envers ou que son tronc renferme les esprits des défunts. Ils se sont adaptés à l'environnement en stockant de grandes quantités d'eau dans leur tronc. Le ravenal, ou arbre du voyageur, emblème du pays, se déploie en un large éventail. Il offre de l'eau aux voyageurs assoiffés. Madagascar renferme plus de 1000 espèces d'orchidées. Mais il y a aussi les flamboyants, les jacarandas, les hibiscus, les bougainvilliers, les manguiers, qui décorent les paysages et permettent de dire qu'à Madagascar, la nature est généreuse et belle. Mais à côté de cette flore extraordinaire, un fléau existe à Madagascar, la déforestation. Le bois et le charbon de bois sont les principales sources d'énergie pour se chauffer et cuisiner. Chaque famille malgache dépense le 6e de ses revenus à l'achat de charbon. Mais cela entraîne la déforestation d'une grande partie de l'île, 200 000 hectares par an, et l'érosion des sols. Au début du siècle, un géographe écrivait « À ce rythme de déforestation, Madagascar aura la couleur et la fertilité de la brique. » C'est à cause de cette déforestation qu'on appelle Madagascar l'île rouge, alors qu'on aurait pu l'appeler l'île verte. Le village dans lequel j'habite s'appelle Ampatuolampikeli. Il est situé à l'intérieur, loin de la mer que je n'ai jamais vue, car nous n'avons ni voiture, ni moto, ni même un vélo, et le village est très isolé, au bout d'une piste défoncée et impraticable à la saison des pluies de novembre à avril. J'ai 5 frères et 3 sœurs, car à Madagascar, les familles sont nombreuses. Trop nombreuses, disent certains. La plupart des familles n'ont guère d'argent, car Madagascar est un pays pauvre, l'un des pays les plus pauvres du monde. La recherche de la nourriture, la confection des repas,
représente l'essentiel de l'activité des Malgaches. À Madagascar, la nourriture principale est le riz, consommé 3 fois par jour, matin, midi et soir. Viandes et poissons sont rares. J'ai parlé de 3 repas. Mais depuis la crise politique de 2009, 2 d'entre eux sont la plupart du temps remplacés par du manioc ou du maïs. Les maisons sont petites, souvent en bois, construites avec l'arbre du voyageur ou ravenal. Mais sur les hauts plateaux, elles sont en terre ou en briques. Les matériaux sont confectionnés manuellement. Si l'électricité existe dans les villes, elle est inexistante dans les villages de brousse. En conséquence, la population vit avec le soleil. Levé avant 6 heures, couché vers 19 heures. Repas à la lueur d'un feu, d'une lampe tempête ou d'une bougie. Aucun appareil électrique, sauf parfois un poste de radio qui fonctionne. Dans ce pays, la recherche de l'eau est un très grand travail accompli par les femmes, les filles et les fillettes dès leur plus jeune âge. Elles vont au puits lorsqu'il y en a un, ou à la source souvent très éloignée. Cette corvée très fatigante occupe un grand moment dans leur journée. Il est fréquent de voir des jeunes filles porter un grand seau sur la tête. Dans mon village d'Ambatolampikeli, l'association Amitié France-Madagascar a fait construire des puits. Et au lieu d'aller 3 fois par semaine chercher l'eau, je vais à l'école. C'est plus intéressant et moins fatigant. Ce sont aussi les femmes qui doivent laver le linge. Elles vont au ruisseau, au fleuve, au lac selon la ressource en eau. Le linge sèche ensuite au soleil, étendu sur l'herbe ou les buissons. C'est un travail pénible, mais c'est aussi l'occasion de se rencontrer, de bavarder, de rire entre femmes. Pour la toilette, le fleuve, le ruisseau ou le lac serviront de salle de bain. Pour la vaisselle, c'est la même chose. Et tous ces lieux nous servent aussi de piscines immenses. À Madagascar, les routes sont en mauvais état, même celles qui sont goudronnées. Les routes secondaires sont en terre et inaccessibles entre novembre et avril à cause des pluies. Les chemins de fer n'existent quasiment plus. Le plus souvent, les gens marchent ou utilisent des charrettes tirées par des zébus. Il existe un système de transport en commun vétuste et aléatoire pour se rendre d'une ville à l'autre, le taxi-brousse, très inconfortable. Dans certaines villes, on trouve des pousse-pousse qui témoignent des racines asiatiques de cette population. Mais savez-vous ce qu'est un pousse-pousse? C'est comme un petit carrosse tiré par un monsieur qui court très vite et qu'on appelle un posy. C'est très difficile et très fatigant d'être posy, car il doit toujours courir et gagne très peu d'argent. Lui aussi est pieds nus, avec le goudron qui colle à ses pieds quand il fait très chaud. L'hiver, c'est la pluie ou la boue. Il a souvent les pieds en sang. Moi, avant, j'allais à l'école à pied et parcourais 8 kilomètres pour y aller et autant pour revenir. Mais depuis que l'association Amitié France-Madagascar a fait construire l'école dans mon village, c'est tout près. Par contre, ma copine Anita habite loin. Elle est toujours fatiguée quand il arrive à l'école, parce qu'il lui faut 2 heures de marche pour venir. Parfois, elle dort un peu pendant la classe. Alors je la pince pour la réveiller. L'une des caractéristiques des écoles de Madagascar, c'est qu'elles sont assez rares, mal équipées, parfois même très pauvres. Il manque tant d'écoles et de professeurs que les enfants ne vont en classe que le matin, quand d'autres y vont l'après-midi. Les classes sont souvent surchargées, jusqu'à 100 élèves dans la même classe. Mais plus les enfants avancent de classe en classe, plus le nombre d'enfants diminue. Les filles sont autant scolarisées que les garçons
et obtiennent de meilleurs résultats. Moi, j'écoute toujours l'instituteur et je suis toujours première. Le prix des fournitures scolaires est un frein à la scolarisation des enfants. Aucun livre, quelques cahiers, un crayon ou un stylo. Aucun enfant n'ayant sa propre chambre, il n'y a souvent qu'une pièce dans la maison, étudier relève de l'exploit. Après la troisième, rares sont les parents qui parviennent à payer les frais de scolarité et ceux d'éloignement. L'issue est donc hasardeuse. Après avoir obtenu leur BEPC, beaucoup de jeunes filles partent en ville pour chercher du travail. Les garçons deviennent souvent marchands ambulants, car c'est un métier qui rapporte assez bien. Les filles travaillent parfois dans des usines de confection. La création d'une école dans un village comme celui d'Ambatolampikeli change beaucoup le rythme des élèves et des classes. Tous les enfants peuvent étudier entre 8 heures et 13 heures, puis ils retournent chez eux pour aider leurs parents. Une telle école est une aubaine pour les villages, car, outre qu'elle permet à des centaines d'enfants d'accéder à l'éducation, elle transforme les villages en pôles attractifs, puisque les enfants des environs viennent y étudier. Comme nous n'avons pas de livres et parfois pas de cahiers, nous n'avons pas de devoirs à faire à la maison. La touriste m'a dit que certains petits Français seraient contents de ne pas avoir de devoirs ni de leçons le soir. Mais moi, je ne trouve pas, et je serais contente d'apprendre encore plus, de lire plus de livres, car l'éducation est importante. Elle nous permettra peut-être d'évoluer un peu, de devenir à notre tour institutrice, ou même d'avoir un niveau plus élevé. Moi, quand je serai grande et que j'aurai le BPC, je serai institutrice, ou si je peux continuer mes études, ingénieur agronome comme Benj. Lors des récoltes ou du repiquage du riz, les enfants abandonnent les bancs pour travailler dans les rizières ou garder leurs jeunes frères et sœurs. Dans un pays où la plus grande partie de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, il est impossible de faire des réserves. C'est pourquoi les gens fréquentent les nombreuses boutiques qui vendent de tout à l'unité. Aussi achète-t-on un savon, une cigarette, un bonbon, une bougie. Jamais beaucoup à la fois. En ville, les marchands ambulants ou les marchés proposent également des articles de consommation courante, fruits, légumes des producteurs, vêtements d'occasion venus de l'étranger. Les bouchers vendent de la viande en petite quantité, mais ce produit cher est réservé à une élite, car même dans les pays pauvres il existe des gens riches, et même très riches. À Madagascar, tout se fait dans la rue, et même le coiffeur y travaille. Dans un pays comme Madagascar, le système de santé est déliquescent, quasiment inexistant. Si certains villages ont la chance d'avoir un dispensaire, beaucoup n'en ont pas et se trouvent très éloignés du plus proche. Les hôpitaux n'existent trop souvent qu'en ville, mais y accéder coûte une fortune. Pas d'argent, pas de soins. Les médicaments sont souvent trop chers pour être utilisés par la plus grande partie de la population qui reste menacée par les maladies tropicales, paludisme, choléra, typhoïde, parasitoses diverses, malnutrition, ou celles qui chez nous sont devenues bénignes, tuberculose, rougeole. Le sida y fait aussi des ravages. Maman a eu le paludisme avec une très forte fièvre, mais nous avons eu de la chance parce que la touriste était encore au village. Mais demain, si elle l'a de nouveau, qui paiera les médicaments? Maman pourra-t-elle être soignée ou mourra-t-elle comme papa? Nos coutumes sont dictées par les traditions et le manque de tout. À Madagascar, on porte tout sur la tête. Comme cela, on peut faire autre chose avec les mains. L'eau, les sacs de riz ou de charbon, les provisions quand les femmes reviennent du marché une fois par semaine. La touriste m'a dit qu'en France, pour promener les bébés, vous aviez des poussettes. Comme nous n'en avons pas, la maman met son bébé dans le dos.
utilise une grande écharpe qu'on appelle un lambe. La maman se penche en avant, met le bébé sur son dos, entoure le lamba autour d'elle et de son bébé. Chez les agriculteurs, le zébu est une aide nécessaire au travail de la terre et au transport, car il tire la charrette. Dans le sud de Madagascar, un troupeau de zébus est signe de richesse. Plus un homme possède de bêtes, plus il est riche. Mais lors des funérailles, des dizaines, parfois plus, sont sacrifiés. Les tombeaux sont alors recouverts des cornes de zébus tués. Le culte des morts est un moment très important dans la société malgache. Les cérémonies rassemblent des centaines de personnes qui engloutissent une grande partie des richesses des familles. Le riz est notre richesse, notre source de vie. Depuis toujours, le riz est cultivé sur les hautes terres de Madagascar. Les rizières sont aménagées dans le creux des vallées. La production dépend trop souvent de la pluie. Le riz est coupé à 10 centimètres de la terre, puis transporté sur la tête jusqu'à l'aire de battage. Les javelles séchées sont battues à la main contre une grosse pierre. Ces techniques traditionnelles ne permettent pas d'obtenir un bon rendement et ne nourrissent pas la population malgache. La paille de riz nourrit le bétail. Madagascar possède de grandes richesses naturelles. Mon pays renferme beaucoup de pierres précieuses, saphirs, rubis, émeraudes et de pierres semi-précieuses, parfois arrachées à la terre dans des conditions misérables et dangereuses. Les minerais sont variés et nombreux: or, platine, argent, uranium, graphite, cobalt, pétrole. Ces richesses minérales, végétales et humaines n'empêchent pas Madagascar d'être un des pays les plus pauvres du monde. Alors, avec toutes ces richesses, pourquoi sommes-nous si pauvres? Comment expliquer que mon pays fait partie des pays les plus pauvres du monde, avec plus des 3/4 des habitants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas se nourrir? Je ne comprends pas cette énigme. Certains disent que c'est la faute des gouvernements successifs, d'autres que c'est dû au poids des traditions qui freinent notre développement économique, notre résistance au changement. Mais moi, je ne sais pas. J'espère que cette présentation vous a plu et vous a apporté quelques connaissances sur mon pays, Madagascar, la belle île rouge. Véloma. Au revoir, mes amis français. Peut-être que vous allez m'écrire pour me raconter comment est la France, avec les robinets, les iPhones, les jeux vidéo, les livres, les jouets, la machine à laver le linge ou la vaisselle, les réfrigérateurs, aspirateurs, les grandes maisons dont certaines ont la piscine. La touriste m'a expliqué, mais ça me paraît démesuré et je ne la crois pas. Car comment est-ce possible que vous ayez tout ça, dont beaucoup de choses ne servent à rien? Ces biens matériels ne m'intéressent pas et ne me rendent pas jalouse. Mais elle m'a dit aussi que vous avez des livres d'école et beaucoup d'autres encore, juste pour lire des histoires, apprendre beaucoup de choses sur tout, et qu'avec Internet, vous pouvez faire des recherches pour connaître tout ce que vous désirez. Moi, c'est cela que j'aimerais, car apprendre toujours est mon grand rêve. Peut-être que certains viendront un jour à Madagascar. Il faudra prendre un très gros avion, voler pendant 11 heures pour arriver sur ma belle île rouge et venir à ma rencontre. Il faudra demander Lisette. La belle petite Lisette, disait la touriste blanche et blonde, qui m'a incité à vous envoyer ce récit pour vous faire connaître mon pays et partager mes difficultés et mes espoirs. Rapelty, anoro ivavaka koa. Vonaberony raha taoko. Eka mbao soasoany miany, nano ndao ivavaka.